Il y a des ex qui partent et d'autres qui restent. Pas physiquement, bien sûr, mais dans la tête d'un évitant, certains ex deviennent des fantômes permanents. C'est l'un des paradoxes les plus cruels de l'attachement évitant. Ces personnes qui fuient à l'intimité, qui sabotent leurs relations, qui partent toujours en premier, sont aussi celles qui restent prisonnières du passé, comme si leur cœur avait décidé de s'accrocher exactement à ce qu'il a rejeté. Le fantôme qui refuse de partir, c'est cette présence invisible mais omniprésente. C'est ce nom qui surgit dans leurs pensées à 3 heures du matin. C'est cette comparaison silencieuse avec chaque nouvelle rencontre. C'est cette histoire qu'ils ont réécrite 1000 fois dans leur tête, en imaginant comment ça aurait pu être différent. Les évitants sont des experts pour partir, mais personne ne leur a appris comment oublier. Alors ils accumulent les fantômes, les empilent dans les placards de leur mémoire et continuent leur vie en prétendant que ces spectres n'existent pas. Mais pourquoi ? Pourquoi quelqu'un qui a tout fait pour détruire une relation reste-t-il hanté par elle des années après ? La réponse est plus complexe et douloureuse que ce que la plupart des gens imaginent, et elle commence par comprendre que pour un évitant, un ex n'est jamais vraiment un ex. C'est la seule personne avec qui ils peuvent avoir une relation parfaite, celle qui n'existe que dans leur tête. L'amour parfait qui n'a jamais existé est le refuge préféré d'un évitant. C'est cette version idéalisée de la relation qu'ils ont construite après coup, une fois la distance sécurisante établie. Quand ils étaient ensemble, tout était compliqué. L'évitant se sentait étouffé, piégé, constamment sur le point de fuir. Chaque « je t'aime » ressemblait à une chaîne. Chaque projet d'avenir ensemble déclenchait une crise d'angoisse. Alors, ils ont fait ce qu'ils font toujours. Ils ont trouvé des défauts, créé des problèmes, saboté jusqu'à ce que la rupture devienne inévitable. Mais une fois l'ex parti, une transformation magique s'opère. Soudain, tous les défauts disparaissent. Les irritations quotidiennes s'évaporent. Ce qui reste, c'est une version épurée, romantisée, parfaite de ce qui n'a jamais vraiment existé. L'évitant se souvient maintenant de la façon dont leur ex riait, de cette soirée particulière où tout semblait possible, de ces moments de connexion profonde qu'ils ont eux-mêmes détruits. La mémoire est sélective, et celle d'un évitant l'est encore plus. Elle efface systématiquement les raisons de la rupture et amplifie ce qui a été perdu. C'est un mécanisme de défense pervers, parce qu'en idéalisant le passé, l'évitant s'assure que personne dans le présent ne pourra jamais être à la hauteur. Comment rivaliser avec un fantôme parfait? Comment une personne réelle, avec ses défauts et ses besoins, peut-elle concurrencer un souvenir soigneusement édité? Les évitants collectionnent ces amours parfaits qui n'ont jamais existé. Ils les conservent comme des trophées de ce qu'ils auraient pu avoir s'ils n'étaient pas eux. Et c'est exactement là que se trouve le piège. Parce qu'au fond, ils savent que cette perfection est une illusion. Mais c'est une illusion plus confortable que la réalité de leur incapacité à aimer pleinement. Alors ils restent accrochés à ces fantômes, non pas parce qu'ils étaient l'amour de leur vie, mais parce qu'ils représentent la version d'eux-mêmes qui auraient pu aimer. Et c'est cette version fantôme d'eux-mêmes qu'ils pleurent vraiment. La distance qui transforme tout est le super-pouvoir maudit des évitants. Plus quelqu'un est loin, plus ils peuvent l'aimer. C'est une équation cruelle, mais parfaitement logique dans leur monde émotionnel tordu. Pensez-y. Quand leur ex était là, disponible, amoureux, l'évitant ne pouvait pas respirer. Chaque geste de tendresse était une menace. Chaque preuve d'amour était un poids. Mais maintenant que cette personne est partie, maintenant qu'elle est inaccessible, maintenant l'évitant peut enfin ressentir tout cet amour qu'il avait enterré. C'est comme si leur cœur ne fonctionnait qu'à l'envers. Présence égale panique, absence égale passion, et cette transformation commence dès le moment où la relation se termine. Parfois même avant, certains évitants commencent à idéaliser leur partenaire dès qu'ils décident de partir, comme si le futur abandon rendait soudain l'autre précieux. La distance physique n'est pas la seule qui compte. La distance temporelle joue aussi son rôle. Plus le temps passe, plus l'ex devient parfait dans leurs souvenirs. Les disputes s'estompent. Les incompatibilités disparaissent. Ce qui reste, c'est cette image dorée d'un amour qui aurait pu être. Mais voici le plus tragique. Même si cet ex revenait, même s'il se tenait devant eux, disponible et amoureux comme avant,
l'évitant fuirait à nouveau. Parce que ce n'est pas vraiment la personne qu'ils aiment, c'est la distance, c'est l'impossibilité, c'est la sécurité de désirer quelqu'un qu'ils ne peuvent pas avoir. Certains évitants passent leur vie entière dans ce cycle. Ils fuient quelqu'un, l'idéalisent une fois parti, puis fuient la personne suivante pour idéaliser la précédente. C'est une chaîne sans fin de fantômes parfaits et de présences sabotées. La distance transforme leur ex en œuvre d'art, intouchable, inatteignable et donc parfaite. Parce qu'une œuvre d'art ne demande rien. Elle ne se rapproche pas trop. Elle ne menace pas leur indépendance. Elle reste sagement accrochée au mur de leur mémoire, belle et silencieuse. Et c'est exactement comme ça qu'un évitant aime le mieux, de loin, en silence, et quand c'est trop tard. Le musée des occasions manquées est l'endroit le plus visité dans l'esprit d'un évitant. C'est là qu'ils conservent, soigneusement catalogués, tous les moments où ils auraient pu choisir l'amour, mais ont choisi la fuite. Chaque salle de ce musée imaginaire contient une histoire différente. Ici, cette soirée où leur ex leur a dit « J'ai besoin de savoir où on va », et ils ont répondu par un silence glacial. Là, ce matin où ils se sont réveillés en panique et ont inventé une urgence pour partir. Plus loin, cette conversation où ils ont volontairement blessé pour créer de la distance. Les évitants sont des conservateurs méticuleux de leurs échecs amoureux. Ils se souviennent de chaque occasion manquée avec une précision chirurgicale. Mais attention, ils ne les voient pas comme des échecs sur le moment. Non, sur le moment, c'était des victoires, des échappées réussies, des « j'ai évité le piège » célébrés en silence. C'est seulement après, parfois des années après, qu'ils revisitent ces moments et les voient pour ce qu'ils étaient vraiment, des occasions manquées d'être heureux, des moments où la vie leur offrait l'amour sur un plateau d'argent et ils ont choisi de renverser la table. Le plus douloureux dans ce musée, ce sont les salles dédiées aux dernières chances, ces moments où leur ex, épuisé mais toujours amoureux, leur a tendu une dernière perche. Dis-moi juste que tu m'aimes. Donne-moi une raison de rester. Montre-moi que je compte pour toi. Et l'évitant, paralysé par sa propre incapacité, a regardé l'amour de sa vie partir sans dire un mot. Il revisite ces scènes la nuit. Il rejoue les conversations, change leurs réponses, imagine des fins différentes. Dans leur musée mental, ils sont courageux. Ils disent « je t'aime » facilement. Ils choisissent la vulnérabilité. Ils restent. Mais c'est un musée, pas une machine à remonter le temps. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est regarder ces occasions manquées derrière la vitre de leur mémoire, intouchables, irréversibles, parfaites dans leur impossibilité. Et c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas oublier leur ex, parce qu'oublier signifierait fermer le musée. Et sans ce musée, sans ces fantômes d'occasions manquées, ils devraient faire face à la possibilité terrifiante de saisir les occasions présentes. La torture de l'imagination est le châtiment auto-infligé préféré des évitants. Ils sont maîtres dans l'art de créer des scénarios alternatifs où tout aurait pu être différent. Leur ex est-il heureux maintenant? A-t-il trouvé quelqu'un qui sait l'aimer comme eux n'ont pas su? Cette pensée les hante. Ils imaginent leur ex dans les bras d'un autre, recevant tout cet amour qu'ils étaient incapables de donner. Et le pire, c'est qu'ils imaginent cet autre comme tout ce qu'ils n'ont pas été. Présent, attentif, capable d'intimité, sans panique. Les réseaux sociaux deviennent des instruments de torture sophistiqués. Ils ne peuvent s'empêcher de vérifier, de chercher des signes. Cette photo où leur ex sourit, est-ce un vrai sourire ou le masque qu'ils connaissent si bien? Ce statut cryptique, est-ce à propos d'eux? Cette nouvelle personne qui apparaît dans les photos, est-ce le remplaçant? Mais la vraie torture, c'est l'imagination de ce qui aurait pu être. Les évitants construisent des univers parallèles élaborés où ils sont différents, où ils n'ont pas peur, où ils disent « je t'aime » naturellement, où ils se réveillent heureux d'avoir quelqu'un à côté d'eux au lieu de chercher immédiatement une échappatoire. Dans ces fantasmes, ils sont la personne que leur ex méritait. Ils sont présents aux anniversaires. Ils font des projets d'avenir sans avoir des sueurs froides. Ils laissent leurs partenaires voir leur vulnérabilité sans paniquer. Ils sont normaux. C'est une torture particulièrement raffinée parce qu'elle est entièrement autogénérée. Personne ne les force à imaginer ces scénarios. Personne ne les oblige à se torturer avec des « et si ». Mais ils ne peuvent pas s'arrêter. C'est comme gratter une plaie qui ne guérit jamais.
Le plus ironique, s'ils utilisaient ne serait-ce que la moitié de cette énergie imaginative pour vraiment changer, pour affronter leur peur, pour apprendre à aimer. Mais non, c'est plus sûr de rester dans l'imagination, parce que dans l'imagination, ils peuvent être parfaits sans risquer d'échouer. Dans l'imagination, l'amour ne fait pas mal. Alors, ils continuent, nuit après nuit, scénario après scénario, se torturant avec des versions d'eux-mêmes qu'ils n'auront jamais le courage d'incarner dans la vraie vie. L'ex comme étalon impossible est l'arme ultime qu'un évitant utilise contre lui-même et contre tous ses futurs partenaires. C'est brillant dans sa cruauté, transformer quelqu'un qu'ils ont rejeté en standard inatteignable. Chaque nouvelle rencontre est immédiatement comparée au fantôme. Elle ne rit pas comme mon ex. Il n'a pas cette façon de comprendre mes silences. Ce n'est pas pareil. Évidemment que ce n'est pas pareil. Comment une personne réelle pourrait-elle rivaliser avec un souvenir soigneusement édité et idéalisé? Les évitants deviennent des experts en comparaisons injustes. Ils comparent les défauts du présent avec les qualités magnifiées du passé. Ils comparent la réalité quotidienne d'une nouvelle relation avec les moments forts cristallisés d'une ancienne. C'est comme comparer un documentaire avec un film hollywoodien. Le documentaire n'a aucune chance. Mais voici le secret que les évitants gardent bien caché. Ils savent que c'est injuste. Ils savent qu'ils sabotent délibérément toute chance de bonheur futur. Mais c'est exactement le but. Parce que tant qu'ils restent accrochés à cet étalon impossible, ils ont l'excuse parfaite pour ne jamais vraiment s'engager à nouveau. Je ne ressens pas la même chose. Ce n'est pas aussi intense. Il me manque quelque chose. Ces phrases deviennent leur mantra. Et techniquement, ils ne mentent pas. C'est vrai qu'ils ne ressentent pas la même chose. Comment pourraient-ils ressentir la même chose pour quelqu'un de réel que pour un fantôme parfait? Les partenaires actuels ou potentiels n'ont aucune chance dans cette compétition truquée. Ils pourraient être parfaits, aimants, patients, compréhensifs. Mais ils ont un défaut fatal. Ils sont là. Ils sont disponibles. Ils sont réels. Et pour un évitant, c'est déjà trop. Certains évitants passent des décennies à traîner ce fantôme étalon. Ils vieillissent en rejetant des personnes merveilleuses parce qu'elles ne sont pas le fantôme. Ils restent seuls, noblement fidèles à un souvenir, martyrs de leur propre incapacité à vivre dans le présent. L'ex devient leur excuse universelle, leur bouclier contre toute intimité future, leur prison dorée. Et le plus tragique, si on leur demandait vraiment, objectivement, ce qui rendait cet ex si spécial, ils ne sauraient probablement pas répondre, parce que ce n'était pas la personne qui était spéciale, c'était la distance qui la rendait parfaite. La prison dorée du souvenir est l'endroit où les évitants choisissent de vivre. C'est confortable, familier, et surtout, c'est sûr. Dans cette prison, ils sont à la fois le prisonnier et le gardien. Les barreaux de cette prison sont faits de si seulement j'avais été différent, si seulement j'avais dit ça, si seulement j'avais eu le courage. Ces si seulement sont dorés, brillants, attirants. Mais ce sont quand même des barreaux qui les empêchent d'avancer. Dans cette prison, le temps s'est arrêté. L'ex a toujours le même âge, le même sourire, les mêmes qualités amplifiées par la nostalgie. Le monde extérieur continue de tourner. Les gens évoluent, changent, grandissent. Mais dans la prison dorée, tout reste figé dans une perfection imaginaire. Les évitants décorent leurs cellules avec soin. Ici, la playlist qui leur rappelle leur ex. Là, cette photo qu'ils ne peuvent pas effacer. Plus loin, ce message qu'ils relisent encore et encore. Ils créent un sanctuaire à leur propre échec amoureux et ils y prient chaque jour. Le plus pervers dans cette prison, c'est qu'elle a une porte ouverte. Ils pourraient sortir à tout moment. Personne ne les retient sauf eux-mêmes. Mais sortir signifierait abandonner le confort du connu. Sortir signifierait risquer à nouveau. Sortir signifierait accepter que le passé est passé et que le futur est incertain. Alors, ils restent. Ils se convainquent que c'est de la fidélité, de la profondeur, de l'amour véritable. Mais c'est de la lâcheté déguisée en romantisme. C'est plus facile d'aimer un fantôme que de risquer son cœur avec quelqu'un de vivant. Certains évitants décorent si bien leur prison qu'ils finissent par oublier que c'en est une. Ils se racontent qu'ils sont heureux ainsi, qu'ils ont connu le grand amour et que c'est suffisant, qu'ils préfèrent leurs souvenirs dorés à la réalité terne du présent. Mais parfois, dans le silence de la nuit, quand les dorures ne brillent plus autant, ils se demandent
Comment serait leur vie s'ils avaient le courage de sortir? S'ils acceptaient que l'or de leurs souvenirs n'est que du plaqué? S'ils choisissaient la vraie vie avec ses imperfections plutôt que la perfection morte de leur mémoire? La réponse les terrifie. Alors ils referment la porte de leur cellule dorée et retournent à leurs fantômes familiers. La vérité qui libère ou qui condamne est celle-ci. Les évitants ne peuvent pas oublier leur ex parce qu'ils ne veulent pas vraiment oublier. Cet attachement au passé n'est pas un bug dans leur système, c'est une fonctionnalité, c'est leur façon de rester en sécurité. Tant qu'ils sont amoureux d'un fantôme, ils n'ont pas à risquer leur cœur avec quelqu'un de réel. Tant qu'ils pleurent un amour perdu, ils n'ont pas à en construire un nouveau. La vérité, c'est que leur ex est devenu leur meilleure excuse. Je ne peux pas m'engager, je pense encore à mon ex. Je ne peux pas t'aimer complètement, mon cœur appartient encore à quelqu'un d'autre. C'est noble, c'est tragique, c'est romantique, mais c'est surtout un mensonge. Parce que s'ils étaient vraiment honnêtes, ils admettraient que ce n'est pas leur ex qu'ils ne peuvent pas oublier. C'est la sécurité que représente cet amour impossible. C'est le confort de désirer quelqu'un qu'ils ne peuvent pas avoir. C'est la garantie de ne jamais avoir à être vulnérable à nouveau. Certains évitants passeront leur vie entière dans cette danse macabre avec leurs fantômes. Ils vieilliront en racontant l'histoire de celui qui s'est échappé, sans jamais admettre que c'est eux qui l'ont poussé à partir. Ils mourront fidèles à un souvenir, plutôt que de risquer d'être infidèles à leur peur. Mais pour d'autres, cette vérité peut être libératrice. Réaliser que leur obsession n'est pas de l'amour mais de la peur peut être le premier pas vers la guérison. Comprendre qu'ils utilisent leur ex comme bouclier peut leur donner le courage de baisser leur garde. La question n'est pas vraiment « pourquoi les évitants ne peuvent-ils pas oublier leur ex ?» La vraie question est « qu'est-ce qui arriverait s'ils oubliaient ?» Et la réponse à cette question les terrifie plus que n'importe quel fantôme. Parce qu'oublier signifierait être disponible. Être disponible signifierait être vulnérable. Et être vulnérable, c'est exactement ce qu'un évitant a juré de ne plus jamais être. Alors ils choisissent leur chaîne, dorée, confortable, familière, et ils appellent ça de l'amour. Si tu es arrivé jusqu'ici, respire profondément. Ce n'était pas facile à entendre, je sais. Que tu sois un évitant qui s'est reconnu ou quelqu'un qui aime un évitant, ces mots ont probablement touché des endroits sensibles. Merci d'être resté jusqu'au bout. Merci d'avoir eu le courage de regarder cette vérité en face. Si cette vidéo t'a aidé à comprendre quelque chose sur toi-même ou sur quelqu'un que tu aimes, partage-la. Il y a quelqu'un, quelque part, qui a besoin d'entendre ça. Quelqu'un qui se demande pourquoi il ne peut pas avancer, pourquoi il reste prisonnier du passé. Laisse un like si quelque chose ici a résonné avec ton expérience. Et si tu veux vraiment soutenir cette chaîne pour qu'on continue à explorer ces sujets difficiles mais nécessaires, n'hésite pas à laisser un super thanks. Mais surtout, dis-moi dans les commentaires, quelle partie t'a le plus touché? Es-tu un évitant qui ne peut pas oublier? Ou quelqu'un qui aime un évitant prisonnier de son passé? Ton histoire peut aider quelqu'un d'autre à comprendre la sienne. À la prochaine vidéo. Et souviens-toi, parfois, la prison la plus difficile à quitter est celle dont on a soi-même forgé les clés. Parfois, oublier est le plus grand acte d'amour qu'on puisse faire envers soi-même.